Vous ne pouvez changer votre vie que lorsque vous apprenez à changer votre esprit. Personne ne transforme une habitude en continuant à penser de la même manière. Personne ne construit un destin différent en gardant la même mentalité qui a créé les problèmes d'avant. Les stoïciens avaient compris quelque chose que beaucoup ignorent encore. La loi de l'esprit est implacable. Ce que vous pensez grandit. Ce que vous ressentez se renforce. Et ce que vous répétez en silence commence à diriger vos décisions. C'est pour cela qu'ils entraînaient leur esprit tous les jours, non pas pour éliminer les émotions, mais pour ne pas être emportés par elles, non pas pour nier les difficultés, mais pour les voir avec clarté. Et voici le point que presque personne ne perçoit. Votre esprit n'est pas seulement l'endroit où les pensées apparaissent. Il est le centre de commandement de votre réalité. Quand l'esprit est entraîné, la manière dont vous interprétez un problème détermine s'il devient une limite ou un apprentissage. La manière dont vous interprétez une erreur détermine si elle devient un échec ou une évolution. Et la manière dont vous vous interprétez vous-même détermine jusqu'où vous osez aller. La pensée positive n'est pas une fantaisie naïve. C'est une stratégie mentale. C'est décider quelle histoire vous allez vous raconter avant d'agir. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à utiliser votre esprit de la manière dont il fonctionne réellement. Non pas comme un lieu de confusion, mais comme un instrument de direction. Parce que lorsque vous apprenez à gouverner ce qui se passe à l'intérieur de vous, le monde autour de vous commence à répondre d'une autre manière, et c'est exactement ce que nous allons commencer maintenant. 1. Votre esprit définit la vie que vous vivez. Avez-vous déjà remarqué que parfois vous avez l'impression de faire des efforts, d'essayer de changer, de créer de nouveaux objectifs, mais que votre vie continue de tourner au même endroit? Ce n'est pas un manque de capacité, ce n'est pas un manque de chance, c'est le sol mental. L'esprit est le sol, la vie est ce qui y pousse. Si le sol est contaminé par la peur, l'insécurité et l'auto-sabotage, il ne sert à rien de planter de nouveaux objectifs, il ne prospère pas. Vous pouvez même commencer avec enthousiasme, mais au moment de la décision difficile, quelque chose au fond de vous vous sabote, quelque chose vous tire vers l'ancien schéma. Excusez ma franchise, mais vous vivez exactement la vie que vous voulez vivre. Exactement. Avec tout ce qu'il y a de bon, tout ce qu'il y a de mauvais, vos conquêtes et vos défaites. Comment est-ce que je le sais? Rien n'arrive autour de vous si cela ne commence pas dans votre esprit. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas le destin, c'est un schéma. Le psychologue cognitif Aaron Beck a démontré que les pensées automatiques façonnent les émotions façonnent les décisions façonnent les résultats. Vous ne créez pas la réalité comme par magie, vous créez un comportement et le comportement crée des conséquences. C'est là que se trouve le véritable pouvoir. Quand vous pensez « cela se passe toujours mal pour moi », votre cerveau entre en mode défensif. Il réduit l'initiative, évite le risque, fournit moins d'énergie. Vous commencez à agir comme quelqu'un qui s'attend déjà à perdre. Mais quand vous pensez « je peux apprendre de cela », votre cerveau active la recherche de solutions, la concentration et la persévérance. Votre posture change, et lorsque la posture change, les choix changent aussi. Vous avez tendance à vivre ce que vous répétez le plus mentalement. Si vous anticipez constamment l'échec, vous agissez avec peur. Si vous imaginez la croissance, vous agissez avec courage. Et l'action, pas l'intention, est ce qui fait avancer le monde. Ce n'est pas une pensée positive vide, c'est une direction comportementale soutenue. Votre cerveau libère différentes substances chimiques selon la pensée que vous alimentez. Des pensées répétées génèrent des états émotionnels répétés. Des états répétés construisent des traits de personnalité et la personnalité génère un destin comportemental. C'est la neuroscience, c'est la psychologie cognitive, c'est le stoïcisme appliqué. Chaque jour, deux forces se disputent l'espace en vous chaque jour. Ce que vous pratiquez et ce que vous renforcez. Si vous passez la journée à dire « je ne veux pas échouer », votre attention reste fixée sur l'échec. Mais si vous commencez à dire « je suis en train de construire ma compétence », votre focus change et le focus dirige l'action. Épictète disait déjà « ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur elles ». Quand vous changez votre jugement, vous devenez capable de changer vos réactions. Quand vous changez la réaction, le résultat peut changer. Et lorsque les résultats commencent à changer, votre histoire cesse d'être une répétition. C'est ainsi que la pensée crée des miracles.
non pas parce qu'elle plie la réalité, mais parce qu'elle réorganise votre posture face à elle. Maintenant, je vous pose une question. Investissez-vous plus de temps à nourrir vos peurs ou à entraîner vos possibilités? La loi de l'esprit est implacable dans le sens suivant. Elle amplifie ce que vous pratiquez. Si vous pratiquez l'insécurité, elle grandit. Si vous pratiquez le courage, il se renforce. Et tout commence dans l'interprétation. Aujourd'hui, vous pouvez prendre une décision simple mais puissante. Arrêtez de répéter mentalement ce qui vous affaiblit et commencez à entraîner ce qui vous fait grandir. Écrivez dans les commentaires « Je change mon esprit, je change ma vie ». Parce que lorsque vous changez votre pensée, vous ne modifiez pas l'univers, vous modifiez votre trajectoire. Et une trajectoire soutenue dans le temps construit le caractère, la vertu et le destin. 2. Vous agissez au niveau de l'identité que vous avez construite. Vous n'agissez pas selon ce que vous désirez. Vous agissez selon ce que vous croyez être. Voilà le point. Vous pouvez vouloir le succès, la confiance, la reconnaissance. Mais si, au fond de vous, votre identité est celle de quelqu'un d'insécurisé, d'insuffisant ou pas aussi bon que les autres, vos décisions respecteront toujours cette limite invisible. Le désir ne construit pas le destin. L'identité le construit. Lorsque vous répétez « c'est trop difficile pour moi »,« je n'ai jamais été bon dans ce domaine »,« je n'ai pas ce que les autres ont », vous ne faites pas seulement vous défouler, vous êtes en train d'établir un plafond, et l'esprit respecte le plafond que vous déclarez. Ce n'est pas du mysticisme, c'est de la cohérence interne. Le cerveau cherche la cohérence entre ce que vous croyez et la manière dont vous agissez. Si votre identité est fragile, votre comportement sera prudent. Si votre identité est limitée, vos choix seront petits. Vous ne dépassez jamais très longtemps l'image que vous avez de vous-même. Pensez-y avec une honnêteté brutale. Quand vous vous comparez, ce que vous dites implicitement est « je suis derrière ». Je ne suis pas suffisant. Je dois être quelqu'un d'autre pour avoir de la valeur. Et chaque comparaison renforce cette narration. William James a écrit que l'être humain peut changer sa vie en changeant ses attitudes mentales. Aujourd'hui, nous savons, grâce à la neuroplasticité, que des pensées répétées renforcent des circuits neuronaux spécifiques. Le cerveau automatise ce que vous pratiquez. Vous devenez fluide dans ce que vous répétez. Vous répétez l'autocritique. Vous devenez expert pour vous diminuer. Vous répétez la croissance, vous construisez une autorité intérieure. Et voici le tournant que peu de gens comprennent. Il ne s'agit pas de vous mentir à vous-même en disant « je suis incroyable » devant le miroir. Il s'agit d'arrêter de renforcer la version la plus faible de vous-même. Chaque fois que vous pensez « je suis comme ça », vous signez un contrat avec le passé. Mais l'identité n'est pas une sentence, c'est une pratique accumulée. Les stoïciens comprenaient cela en profondeur. Pour eux, le caractère n'était pas quelque chose de fixe, c'était quelque chose qui se cultivait. Le jugement est entraînable, l'interprétation est entraînable, la posture est entraînable. Et ce qui est entraînable peut être élevé. Quand vous commencez à déclarer « je suis en construction »,« je peux apprendre »,« je peux m'améliorer », votre corps répond différemment, votre posture change, votre énergie se réorganise, vos décisions gagnent en fermeté. Non pas parce que vous êtes devenu une autre personne du jour au lendemain, mais parce que vous avez commencé à agir selon une identité plus grande. Le miracle n'est pas l'impossible qui se produit. Le miracle est la cohérence interne, alignée avec la croissance. Vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un de nouveau. Vous devez arrêter de vous définir par d'anciennes versions de vous. Aujourd'hui, observez vos déclarations intérieures, pas les dramatiques, les automatiques. Parce que toute transformation commence exactement au moment où vous décidez que vous n'accepterez plus de porter une identité qui vous diminue. Écrivez dans les commentaires « Je choisis de grandir au-delà de mon ancienne identité ». Et comprenez ceci, ce que vous déclarez avec conviction devient votre limite ou votre nouveau niveau. 3. Doutez, critiquez, décidez. Savez-vous quelle est la plus grande erreur de celui qui est prisonnier d'un problème émotionnel? Ce n'est pas la douleur, c'est la croyance que sortir de cette douleur est impossible. La douleur ne paralyse pas autant que la croyance qu'elle ne passera jamais. L'anxieux ne souffre pas seulement de l'anxiété, il souffre parce qu'il croit qu'il ne se calmera jamais. Le dépressif ne souffre pas seulement de la tristesse, il souffre parce qu'il croit qu'il n'ira jamais mieux.
L'insécurisé ne souffre pas seulement de la timidité, il souffre parce qu'il croit être né limité. Et quand l'esprit décide que changer est impossible, il coupe toute tentative. Voilà le véritable blocage. Albert Ellis, créateur de la thérapie rationnelle émotive, a démontré que ce ne sont pas les événements qui nous détruisent, mais les croyances rigides que nous construisons à leur sujet. Ce n'est pas le fait, c'est l'interprétation absolutiste du fait. Vous n'êtes pas vaincu par l'erreur. Vous êtes vaincu par le récit que vous créez après elle. Et c'est ici qu'entre en jeu un système simple, mais suffisamment puissant pour briser ce cycle. Douter, critiquer, décider. Rendons cela concret. Vous êtes timide et vous voulez apprendre l'anglais. Vous passez devant une école et vous pensez « Je n'en suis pas capable, je suis trop timide, je ne réussirai jamais à parler ». Vous voyez? Avant même l'action, vous avez déjà déclaré votre défaite. Maintenant vient la première étape. Douter. Pourquoi exactement je n'en serais pas capable? La timidité empêche-t-elle quelqu'un d'apprendre une langue ou rend-elle simplement le début inconfortable? Le doute affaiblit la certitude négative. Il ouvre un espace entre vous et la pensée. Le cerveau crée des récits automatiques pour maintenir une cohérence interne. Mais cohérence ne signifie pas vérité, cela signifie répétition. Quand vous doutez, vous brisez la continuité du récit. Deuxième étape, critiquer. D'où vient cette idée? Qui a décidé que seuls les extravertis apprennent? Combien de personnes timides parlent anglais aujourd'hui? Critiquer, c'est retirer la pensée de son piédestal. Elle cesse d'être une vérité absolue et devient une hypothèse examinable. Ce n'est pas une motivation bon marché, c'est une restructuration cognitive. Troisième étape, décider. Maintenant, vous déclarez quelque chose de différent. Je peux ressentir de l'inconfort et agir quand même. Je peux commencer petit. Je n'ai pas besoin de me sentir prêt pour faire le premier pas. Décider ne signifie pas nier la peur, cela signifie retirer à la peur le droit de décider pour vous. Et lorsque vous agissez différemment, vous créez une expérience différente. Une expérience différente génère des preuves. Les preuves génèrent une nouvelle croyance, et une nouvelle croyance construit une nouvelle identité. C'est ainsi que le miracle se produit. Non pas parce que l'univers a changé, mais parce que vous avez interrompu le schéma automatique qui vous maintenait au même endroit. La peur peut continuer d'être présente. Mais maintenant, elle ne gouverne plus. C'est vous qui gouvernez. Épictète enseignait « Dis-toi d'abord qui tu veux être, puis fais ce que tu dois faire ». La pensée négative n'a pas besoin d'être combattue avec panique. Elle doit être examinée avec fermeté. Vous n'êtes pas la première pensée qui surgit, vous êtes le juge qui décide si elle reste. Chaque fois que vous appliquez ce processus, douter, critiquer, décider, vous renforcez votre autonomie mentale. Vous cessez d'être l'otage de la première interprétation automatique et vous commencez à devenir le stratège de votre propre esprit. Écrivez dans les commentaires « Je commande mon esprit ». Parce que tout changement extérieur commence à l'instant précis où vous interrompez le dialogue qui vous limite et où vous prenez le commandement de votre propre récit. 4. Ce que vous dites révèle l'état de votre esprit. Votre vie n'est pas sabotée seulement par ce que vous pensez. Elle est sabotée par ce que vous répétez à voix haute. Les mots ne sont pas des sons dispersés dans l'air, ce sont des renforcements cognitifs. Chaque fois que vous verbalisez quelque chose, vous renforcez ce circuit mental. Peu importe si ce n'était qu'un commentaire, qu'une plainte, qu'un simple défoulement. Le cerveau ne classe pas cela comme du drame, il classe cela comme une instruction. Vous dites « je veux grandir », mais vous répétez « c'est beaucoup trop difficile, rien ne marche pour moi, je n'ai pas de chance ». Ce n'est pas une contradiction émotionnelle, c'est une incohérence structurelle. De la même bouche sortent des phrases de force et des phrases de faiblesse, et quand vous mélangez les deux, vous créez du bruit. C'est comme essayer d'avancer en appuyant sur l'accélérateur tout en gardant le frein partiellement enclenché. L'effort augmente, mais le mouvement ne suit pas. Et alors vous vous demandez pourquoi vous êtes fatigué. L'esprit enregistre tout, non pas parce qu'il existerait une force mystique dans l'air, mais parce que le langage façonne la perception, et la perception dirige le comportement. Les neurosciences appellent cela le biais de confirmation. Vous commencez à remarquer plus facilement ce qui valide votre récit intérieur. Si vous passez la journée à vous plaindre, votre cerveau entre en mode pénurie. Si vous passez la journée à déclarer votre incapacité, votre esprit réduit l'effort avant même d'essayer.
Vous commencez à voir le monde selon le vocabulaire que vous pratiquez. Les mots sont des commandes neurologiques, non parce qu'ils créent une réalité magique, mais parce qu'ils organisent l'attention. Et l'attention dirige l'énergie comportementale. Maintenant, imaginez une autre posture. Vous affrontez un problème et vous dites « c'est difficile, mais je peux apprendre de cela ». Le problème disparaît-il? Non, mais votre posture change. Votre système nerveux n'entre pas en panique. Votre énergie ne s'effondre pas. Votre action ne rétrécit pas. Et un comportement différent produit une conséquence différente. Voilà ce que signifie nettoyer son énergie. Ce n'est pas élever une vibration, c'est éliminer le bruit cognitif. La plainte répétée n'est pas seulement une expression émotionnelle, c'est un entraînement du focus négatif. Observez votre vocabulaire avec une honnêteté brutale. Parlez-vous davantage de ce qui manque ou de ce que vous pouvez construire? Davantage d'injustice ou de responsabilité? Davantage de malchance ou de compétence? Si votre bouche répète la défaite, votre esprit répète la défaite. Si votre bouche commence à répéter le progrès, votre esprit répète le progrès. Il ne s'agit pas de feindre la joie, il s'agit d'arrêter de déclarer faillite avant même que la bataille ne commence. Marc Aurèle écrivait pour organiser son esprit avant que celui-ci ne s'organise contre lui. Il comprenait que la pensée sans discipline devient un récit chaotique et qu'un récit chaotique produit un comportement désorganisé. Aujourd'hui, vous pouvez faire une expérience simple et puissante. Pendant une seule journée, éliminez les phrases d'auto-sabotage. Ne supprimez pas vos émotions. Restructurez votre langage. Au lieu de « cela me détruit », dites « je vais gérer cela ». Au lieu de « je ne suis pas bon dans ça », dites « je suis encore en train d'apprendre ». De petites corrections répétées ne semblent pas révolutionnaires, mais la répétition construit un schéma, et le schéma construit une nouvelle identité, plus ferme, plus centrée. Un esprit organisé commence par la discipline de la parole. Écrivez dans les commentaires « Ma parole construit ». Parce que ce que vous déclarez chaque jour ne reste pas dans l'air, cela reste en vous et commence à façonner exactement le type de personne que vous devenez. 5. Vivez aujourd'hui comme quelqu'un qui ne recule pas. Rêver est confortable. Décider est inconfortable. Et c'est précisément pour cela que la majorité reste seulement dans le désir. Vouloir ne change rien. S'engager change tout. Vous pouvez dire « ce serait incroyable si cela arrivait ». Mais tant que cela reste seulement une hypothèse agréable, votre vie reste intacte. Le destin ne répond pas au désir, il répond à une décision soutenue. La détermination commence lorsque le futur cesse d'être un divertissement mental et devient une responsabilité personnelle. Maintenant, comprenez quelque chose de profondément transformateur. Vous vous souvenez du passé avec des détails, des odeurs, des scènes, des voix. Votre cerveau enregistre. Mais vous possédez aussi une capacité encore plus puissante. Anticiper émotionnellement le futur. Le psychologue Daniel Gilbert explique que le cerveau humain est spécialiste de la simulation de scénarios futurs. Il appelle cela la prospection. Lorsque vous imaginez quelque chose avec clarté, votre cerveau active partiellement les mêmes circuits impliqués dans l'expérience réelle. Il ne distingue pas parfaitement ce qui se passe de ce qui est intensément répété dans votre esprit. Cela signifie que vous pouvez répéter mentalement votre prochaine version avant même de la vivre. Vous pouvez imaginer, vous parlant anglais avec assurance, vous assumant une position de leadership, vous vivant une relation plus mature, vous répondant avec calme lorsque quelqu'un vient vous provoquer. Mais voici le point que peu de gens comprennent. L'imagination ne change pas la vie. La direction change la vie. La visualisation isolée devient une fantaisie, mais la visualisation combinée à l'action devient une stratégie. Les neurosciences montrent que le cerveau répond mieux lorsque vous pratiquez ce que l'on appelle le contraste mental. D'abord, vous visualisez la réussite, ensuite vous identifiez l'obstacle concret. Autrement dit, vous imaginez le résultat, puis vous vous demandez « que faut-il faire aujourd'hui ?» C'est ici que naît la détermination. La détermination n'est pas une intensité émotionnelle, c'est la constance lorsque l'enthousiasme disparaît. C'est se lever le jour où vous n'êtes pas motivé et accomplir quand même ce que vous vous êtes promis. C'est payer le prix quand personne n'applaudit. Épictète enseignait « Dis-toi d'abord qui tu veux être, puis fais ce que tu dois faire ». Il ne s'agit pas de répéter des affirmations, il s'agit d'aligner l'identité et l'exécution.
Vous voulez apprendre l'anglais? Inscrivez-vous. Vous voulez transformer votre corps? Entraînez-vous aujourd'hui. Vous voulez changer de vie? Faites le premier pas avant que votre esprit ne négocie encore une fois. Parce que le futur n'est pas quelque chose qui arrive, c'est quelque chose que vous construisez dans la répétition quotidienne. Et quand vous commencez à agir comme quelqu'un d'engagé, quelque chose change à l'intérieur, vous cessez d'attendre un miracle, vous commencez à produire des conséquences. Le miracle n'est pas l'impossible qui se produit, le miracle est la somme silencieuse de décisions cohérentes. Le futur ne vient pas vers vous, c'est vous qui marchez vers lui. Et quand vous marchez chaque jour, même à un rythme lent, l'improbable commence à sembler inévitable. La détermination n'est pas attendre de ressentir la certitude, c'est agir jusqu'à ce que la certitude soit construite. 6. Personne ne va vous donner la confiance que vous voulez. La confiance n'est pas quelque chose que le monde accorde. C'est quelque chose que vous autorisez à l'intérieur de vous. La plupart des gens traitent la confiance comme une récompense. Ils attendent des applaudissements pour se sentir capables. Ils attendent un compliment pour agir. Ils attendent une reconnaissance pour croire. Mais tout ce qui dépend des applaudissements est instable. Si votre confiance grandit avec l'approbation, elle meurt aussi avec la critique. Ce n'est pas de la confiance, c'est une dépendance émotionnelle déguisée. La vraie confiance ne naît pas dans le regard des autres, elle naît de la cohérence entre ce que vous promettez et ce que vous accomplissez pour vous-même. Si vous avez besoin que quelqu'un valide ce que vous faites, c'est parce que vous ne l'avez pas encore validé intérieurement. Et voici le point le plus fort. La confiance n'est pas la certitude de réussir, c'est la tolérance à l'erreur. Les neurosciences appellent cela l'auto-efficacité. La croyance que vous êtes capable d'exécuter les actions nécessaires pour faire face à des situations futures. Des études montrent que les personnes avec une forte auto-efficacité persistent davantage, affrontent mieux les défis et récupèrent plus rapidement. Non pas parce qu'elles sont supérieures, mais parce qu'elles croient qu'elles peuvent apprendre. La confiance, ce n'est pas penser « je n'échoue jamais », c'est penser « je sais m'ajuster ». Et cette différence change tout. Imaginez la confiance comme un muscle. Si vous n'agissez que lorsque vous recevez un stimulus extérieur, le muscle s'atrophie. Mais lorsque vous agissez malgré le doute, malgré la crainte, et que vous vous prouvez à vous-même que vous pouvez traverser l'inconfort, le muscle grandit. C'est pour cela qu'un stoïcien construit sa confiance dans le silence intérieur, pas sur une scène. Maintenant, soyez honnête. Attendez-vous que quelqu'un déclare que vous êtes capable? Ou avez-vous déjà décidé d'agir comme quelqu'un qui l'est? Marc Aurèle a écrit « Regarde à l'intérieur ». À l'intérieur se trouve la source du bien, et elle peut toujours jaillir si tu creuses. Creuser signifie responsabilité, signifie agir même lorsque personne ne garantit le résultat, signifie continuer même lorsque plus personne ne croit en vous. Vous faites déjà certaines choses bien, peut-être pas toutes, parce que personne ne peut être parfait en tout. Mais certaines, vous les exécutez avec compétence, et cela est déjà une preuve. La confiance commence lorsque vous cessez d'ignorer vos propres preuves. Elle naît petite, lorsque vous tenez une promesse faite à vous-même, lorsque vous terminez ce que vous avez commencé, lorsque vous affrontez ce que vous repoussiez. Chaque action accomplie envoie un message intérieur. Je peux compter sur moi. Et rien n'est plus puissant que cela. Lorsque vous changez le dialogue intérieur, votre posture change. Lorsque votre posture change, vos décisions changent. Lorsque vos décisions changent, vos résultats changent inévitablement. Non pas parce que le monde a décidé de vous respecter, mais parce que vous avez cessé d'agir comme quelqu'un qui a besoin d'être autorisé. La confiance n'est pas quelque chose que quelqu'un vous donne, c'est quelque chose que vous soutenez. À partir d'aujourd'hui, n'attendez pas la validation, construisez des preuves. Décidez de faire confiance à votre propre capacité d'agir, abandonnez le besoin d'approbation, agissez comme un stoïcien, en construisant chaque jour votre valeur intérieure, en vous appuyant sur la vertu et le caractère. Et comprenez cela avec une clarté absolue. Lorsque vous apprenez à vous faire confiance, le monde cesse d'être un juge et devient une conséquence. 7. Se tromper fait partie de l'évolution. L'échec n'est pas ce qui vous fait tomber, c'est le sens que vous décidez de lui attacher. Deux personnes tombent dans la même erreur, l'une en sort plus petite et l'autre en sort plus lucide. L'événement était identique, mais l'interprétation était opposée. Et l'interprétation crée le destin comportemental.
Lorsque vous transformez un échec en preuve d'incapacité, votre énergie diminue, votre posture se rétracte, votre esprit commence à éviter le risque. Vous commencez à agir comme quelqu'un qui doit se protéger et non comme quelqu'un qui doit évoluer. Mais lorsque vous interprétez l'erreur comme un ajustement de trajectoire, quelque chose change immédiatement. Votre esprit sort du mode défense et entre dans le mode analyse. Ce n'est pas une romantisation, c'est une stratégie mentale. Thomas Edison a été interrogé sur ses nombreuses tentatives avant que l'ampoule fonctionne. Il a répondu « Je n'ai pas échoué. J'ai découvert 1000 façons qui ne fonctionnent pas. » Cette phrase ne parle pas d'optimisme, elle parle de repositionnement cognitif. La psychologie moderne appelle cela l'état d'esprit de croissance. Les personnes avec un état d'esprit fixe voient l'erreur comme un verdict. Les personnes avec un état d'esprit de croissance voient l'erreur comme une donnée. Et les données n'humilient pas. Les données instruisent. L'échec n'est pas une sentence, c'est un retour brut. Maintenant, apportez cela dans votre vie. Vous essayez quelque chose et cela ne fonctionne pas. Votre esprit peut déclarer « Je ne suis pas bon dans ce domaine ». Ou il peut demander « Qu'est-ce que cela m'enseigne ? Où puis-je m'améliorer ?» La première réponse réduit votre identité. La seconde développe votre capacité. L'erreur ne réduit pas votre valeur, elle révèle où ajuster. Épictète disait que les difficultés montrent qui nous sommes, mais elles vont plus loin que cela. Elles montrent aussi où nous devons encore grandir. Et voici la partie que beaucoup évitent d'entendre. L'échec fait mal, et il doit faire mal. La douleur est le système d'apprentissage le plus efficace qui existe. Votre cerveau enregistre beaucoup plus fortement ce qui a généré de l'inconfort que ce qui a été facile. Un échec bien interprété augmente l'intelligence pratique. Un échec mal interprété augmente la peur, et la peur répétée devient un modèle. Vous pouvez sortir d'une chute en disant « Cela prouve que je ne suis pas capable ». Ou vous pouvez sortir en disant « Maintenant je sais quelque chose que je ne savais pas hier ». Recommencer avec une volonté doublée ne signifie pas nier l'erreur. Cela signifie utiliser l'erreur comme carburant. C'est regarder la chute et affirmer « Cela ne me définit pas, cela m'instruit ». La plupart des gens essaient une fois. Les personnes qui construisent quelque chose de solide ajustent, affinent, reviennent et insistent avec plus de clarté. Le miracle n'est pas de ne jamais tomber. Le miracle est de développer la capacité de transformer chaque chute en marche. Aujourd'hui, revisitez un échec récent et demandez-vous « Qu'est-ce que cela m'a enseigné que le succès ne m'aurait pas enseigné ?» Lorsque vous apprenez à interpréter l'échec comme un outil, il cesse d'être un obstacle et devient une accélération. Et c'est ainsi que des personnes ordinaires construisent des résultats extraordinaires. 8. Votre esprit définit la limite de votre vie. Votre esprit n'est pas un détail de votre vie. Il est le centre de commande. Et un centre de commande non dirigé devient sabotage. La pensée n'est pas neutre. Elle ne fait jamais que passer. Soit elle construit de l'élan, soit elle fabrique des excuses. Il n'existe pas de juste milieu, parce qu'une neutralité mentale prolongée devient stagnation. Il y a beaucoup de talents immobiles dans le monde, beaucoup de potentiels repoussés, beaucoup de rêves rangés dans un tiroir, et presque jamais par manque de capacité, mais par excès de permission accordée à des pensées petites. L'esprit dit « Ce n'est pas pour toi, tu n'es pas prêt, c'est trop grand ». Et la personne ne questionne pas, elle obéit simplement. La prison ne commence pas avec des barreaux, elle commence avec un accord intérieur. Au moment où vous pensez « ce n'est pas pour moi » et que vous ne contestez pas, vous réduisez votre propre territoire. La psychologie appelle cela la fusion cognitive. Lorsque vous vous fusionnez avec la pensée, comme si elle était une vérité absolue. Mais une pensée n'est pas un fait, c'est une interprétation en mouvement. Marc Aurèle a écrit « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées ». Il ne parlait pas de positivité superficielle, il parlait de discipline mentale. Si la pensée dit « Reste petit », vous pouvez répondre « Je choisis de m'élargir ». Si elle dit « Ne prends pas de risque », vous pouvez répondre « Je grandis en essayant ». Ce n'est pas de l'auto-illusion, c'est un commandement conscient. Une pensée alignée avec la décision change le comportement, et un comportement répété change le destin. Déterminer n'est pas fantasmer le succès, c'est assumer une direction. Je vais agir, je vais apprendre, je vais persister. Et alors, vous agissez.
même avec de l'inconfort. Lorsque vous prenez des décisions claires et répétées, vous activez des circuits dans le cortex préfrontal liés à la concentration et à l'exécution. Une pensée dirigée augmente la probabilité d'une action cohérente. Ce n'est pas une énergie invisible, c'est de la neurobiologie appliquée. Imaginez votre esprit comme une équipe. S'il joue contre vous, chaque défi devient une menace. S'il joue en votre faveur, chaque défi devient un entraînement. Entraîner l'esprit exige une posture active. Questionnez la pensée qui vous diminue. Rejetez le récit qui vous affaiblit. Déclarez la direction que vous choisissez de suivre. Rien ne commence à l'extérieur, tout commence dans l'interprétation. Lorsque vous changez la pensée, vous changez la posture. Lorsque vous changez la posture, vous changez l'action. Lorsque vous changez l'action, vous changez la trajectoire. Vous n'êtes pas prisonnier des circonstances. Vous êtes prisonnier de la version de l'histoire que vous avez décidé d'accepter. Et cette version peut être réécrite. La force de votre pensée ne réside pas dans le fait de rêver grand. Elle réside dans le fait de penser en votre faveur avec suffisamment de constance pour transformer une décision en mouvement. Écrivez dans les commentaires « Je commande mon esprit ». Parce que lorsque vous prenez les commandes, vous cessez de réagir et vous commencez à diriger. Si cette vidéo t'a aidé à voir les choses sous un nouvel angle, laisse ton like, abonne-toi, commente et partage. Ici, nous continuons à nous renforcer et à apprendre. Merci d'avoir regardé.